Bonsoir Juliette Villaggiabiol et bienvenue sur le plateau de Corrèze Télévision où nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir dans un cadre agréable, dans un centre de documentation du lycée Bahuet qui nous accueille. Et c'est avec plaisir que nous allons parler donc de votre roman Anna et Marie aux éditions du Ver Luisant. Je tiens tout d'abord à préciser que vous avez fait d'autres romans, qu'il y a Angèle de tout cœur, Marguerite dans l'ombre des Lumières, La valise des Antilles, Alexis Jaubert à l'aube du XXe siècle, Alexis Jaubert dans le tumulte du XXe et pour finir un carnet de poésie d'un ministre. C'est assez original parce que ce ministre était le ministre d'Henri Queuille. Et chef de cabinet. Chef de cabinet, et vous aviez dans vos archives donc un recueil de poésie qu'il avait écrit de sa main. Donc Juliette, parlez-nous un peu plus de vos deux héroïnes, Anna et Marie. Qui sont-elles? Bonsoir Pascal. Voilà, mon livre Anna et Marie retrace la vie de deux courtisanes qui sont nées en Dordogne, exactement à Salignac, tout près de Sarlat. Moi-même, je suis née dans ce bourg, et bien sûr avec un décalage d'années considérable, mais elles étaient des amies de ma famille, et par ce biais-là, j'ai pu avoir beaucoup, par tradition orale, beaucoup de renseignements sur elles et sur leur vie, et leur trajectoire de vie qui a été très tourmentée, complètement atypique. J'ai fait ce livre pour les sauver de l'oubli et aussi pour leur rendre un dernier hommage. Oui, il faut dire qu'elles ont eu un destin exceptionnel. Ce sont deux petites filles qui ont été confiées donc, par leurs parents qui étaient pauvres à un couple de Parisiens. Et le père donc, travaillait à l'opéra et elles sont devenues des petits rats de l'opéra, puis ensuite des demi-mondaines. Oui, évidemment, la famille de Salignac était extrêmement pauvre, la famille était dans la misère, la maman était toujours enceinte pratiquement, et il y avait eu 4 enfants en bas âge, et ses amis parisiens n'avaient pas d'enfants et ils ont décidé de les amener à Paris pour leur faire une bonne éducation, pour qu'elles aient un avenir meilleur que celui qui leur était réservé dans ce petit village de Dordogne. Elles sont donc parties, Anna avait 7 ans et Marie avait 3 ans et demi. Rappelons l'époque, donc, puisque votre roman est très bien référencé d'un point de vue historique. Vous avez d'ailleurs une très jolie préface de Marguerite Guély. Et votre roman se situe donc à la fin du Second Empire et elles vont évoluer donc parmi des célébrités, dont par exemple la grande demi-mondaine Liane de Pougy. Et vous avez su nous narrer avec beaucoup de talent ce milieu de la Belle Époque. C'est aussi le Paris d'Haussmann, avec beaucoup d'événements comme l'inauguration de la Tour Eiffel. Et c'est donc dans ce décor un peu de paillettes qu'elles vont évoluer. Pouvez-vous nous dire quelles sont les demi-mondaines célèbres qu'elles ont pu côtoyer? Oui, alors il faut dire qu'elles ont commencé à l'opéra, Petit Rat, et Anna a été remarquée par un directeur des Folies Bergères et elle a été intégrée dans ce ballet. Et là, elle a connu évidemment des danseuses qui étaient des demi-mondaines, mais aussi des petites cocottes, il faut bien le dire. Et elle a évolué dans ce milieu, elle a connu, avec l'Élysée Montmartre, où elle a travaillé aussi, elle a connu la Goulue, Jeanne Avril, elle a connu Valentine Desossés, elle a connu Toulouse-Lautrec, elle a connu Sarah Bernard. Elle a connu Louise Balty, enfin, toutes les célébrités de l'époque, du monde parisien, du soir, quoi, du monde de la nuit. Vous nous faites voyager dans cet univers et c'est vrai qu'on est très surpris. Votre roman m'a fait penser un petit peu à Nana d'Émile Zola. Et d'Émile Zola s'était d'ailleurs il s'était inspiré du lit de Valtès de la Bigne, qui était la maîtresse de Napoléon III. Oui, la dernière maîtresse de Napoléon III. Pour inventer les décors des appartements de Nana. Et votre livre est vraiment situé à la même époque et il fait l'éloge de ces fameuses demi-mondaines. Et j'ai envie de parler de Liane de Pougy, qui a quand même épousé un prince et qui a côtoyé Émilienne d'Alençon, enfin qui a eu vraiment une vie et qui a défrayé la chronique et dont les ébats étaient relatés dans les journaux de l'époque, qui était le Gil Blas et le Fantasio. Parlez-nous de Liane de Pougy. Alors Liane de Pougy est
elle a connu mes petites périgourdines à Saint-Andoré, car elles étaient dans des institutions religieuses. Évidemment, après, je pense que les institutions religieuses leur avaient appris beaucoup de choses, mais ça ne leur a pas beaucoup servi. Mais enfin bref, l'Inde de Pougy était avec Marie à Saint-Andoré, et elles sont devenues de très grandes amies. Et malheureusement, Diane de Pougy, qui était mariée, a divorcé. Enfin, elle a eu beaucoup de problèmes. Et elle est arrivée à Paris avec le marquis de Bougie, qui était son amant, et elle a vécu un petit peu avec lui, mais évidemment, comme elle était très légère, elle s'est lassée du marquis, et c'est Anna, la petite périgourdine, qui a épousé le marquis. Alors, venant de Salignac, dans ce petit village d'une famille pauvre et déshéritée, elle est arrivée à quelque chose d'extraordinaire, à se marier avec un marquis, le marquis de Bougie, comte de Carpiquet, qui avait un très beau château dans le Calvados, à Bougie. Donc elle a pris l'ascenseur social. Elle est devenue. Je pense que cette trajectoire de vie est assez atypique, et j'en ai fait un roman parce que vraiment je voulais les sauver de l'oubli et raconter cette histoire qui est quand même assez extraordinaire. Donc on est toujours dans ce milieu des paillettes, ce milieu de la nuit, ce milieu un peu frivole. Et bien que le roman soit toujours dans une certaine légèreté, il va y avoir un événement qui va entraîner la faillite donc, du marquis. Et c'est le fameux événement du canal de Panama. Pourriez-vous nous dire donc ce qu'il advient? Oui, alors le marquis de Bougie, bien sûr, vivait de ses rentes, il ne travaillait pas. C'était un homme riche avec une cour presque autour de lui. Et il jouait beaucoup, il jouait aux courses, il perdait beaucoup d'argent. Alors, il avait demandé à la banque Cohn-Reinhardt de lui prêter de l'argent. Et cette banque a distribué beaucoup d'argent des pauvres actionnaires parisiens qui avaient mis de l'argent pour que le canal de Panama se construise. Et comme il y avait un remous épouvantable à Paris, et même Clémenceau, qui était à ce moment-là très connu dans la politique, il y a eu un remous terrible, et les actionnaires ont été complètement ruinés. Et lui et le marquis de Bougie, qui devait beaucoup d'argent, a fui. Il est parti à Genève pour se faire oublier, en fait. Et toute la famille est arrivée avec Anna donc, à Genève. Et là, par les journaux, il a appris que le baron de Reinhardt s'était suicidé. Très bien. Donc, en fait, on fait, après les paillettes, après... oui, il y a eu ces histoires d'argent et de suicide. Enfin, comme quelquefois, les gens très riches ont une bonne période, et souvent, ça tourne un petit peu mal. Et donc, ils reviennent à Salignac. Et là, vos deux héroïnes vont avoir une vie, vont se ranger. Et il y aura donc une vie plus paisible. Et c'est très âgé, donc, que vous les avez réellement Alors, connues. moi, je les ai réellement connues. J'étais une toute petite fille à cette époque. Et j'ai quand même un petit souvenir. En fait, elles me prenaient pour leur bébé. Elles me promenaient. Elles m'ont beaucoup gâtée. Et parce qu'à Salignac, elles étaient voisines de mes parents. Et comme la marquise est devenue, on disait, vous savez, dans la campagne, on disait toujours, la marquise a tourné la tête, la marquise est un peu folle, etc. Ma tante, qui l'aimait beaucoup, l'a prise chez elle, et elle l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Elle est morte... je pense qu'elle a dû mourir en 1939. Et sa sœur, par contre, est morte en 1954. Donc, vous avez eu envie de leur rendre hommage? Alors, évidemment, comme je les avais connues, mais bon, peu connues, mais par tradition orale de ma famille, que ma famille m'avait confié beaucoup de choses, j'ai pu reconstruire leur vie. Et je voulais leur rendre vraiment cet hommage. Parce que je les avais beaucoup aimés. Juliette Villacjabiol, vous avez quand même la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel, et vous avez beaucoup de souvenirs, beaucoup
de chance parce que vous avez pu toujours extraire des malles de vos greniers, des carnets, je pense au carnet de poésie d'Alexis Jaubert, et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir dans sa famille autant de en fait, richesses. mes 7 livres, j'ai puisé toutes mes recherches dans ma famille, avec des archives ou avec des traditions orales. Et voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai voulu faire revivre tout ce monde. Donc nous allons peut-être pas en révéler davantage pour laisser aux lecteurs la joie de découvrir Anna et Marie et de leur permettre de se replonger dans cette belle parce que époque. quand plus personne ne parle de vous, quand vous êtes complètement oublié, vous êtes une poussière. Et là, je ne voulais pas que ça leur arrive, je voulais que les gens sachent qu'il y avait eu à Savignac ces 2 petites filles, parties très pauvres et revenues respectées et respectables. Très bien, merci Juliette Villachabio. Merci à vous. Merci.